Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 24 octobre 2020 pour le 210e rapport de situation sur le Donbass qui couvrira aussi un petit peu le Haut-Karabakh à votre demande. Ce rapport de situation va couvrir principalement l'évolution de la situation militaire et diplomatique autour du conflit du Donbass, l'évolution économique et politique de l'Ukraine. Je parlerai aussi du coronavirus, surtout en RPD et RPL, où la Russie va nous venir en aide. Et je terminerai avec un pendant ce temps-là à Kiev qui n'est pas piqué des hannetons, préparez-vous. Sur le plan militaire, du 17 au 23 octobre 2020, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 27 reprises, donc on est à presque le double de la semaine passée, durant lesquelles elle a tiré 59 munitions, soit plus que la semaine dernière, dont 22 obus de mortier de 120 et 82 mm. On a aussi un drone qui a largué une munition sur le village de Malochny, près de Gorlovka, provoquant l'incendie d'une maison, de ses dépendances et de 400 balles de paille. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes, mais comme vous le voyez sur les photos qui ont été fournies par le maire de Gorlovka, il n'y a plus rien, quoi. La maison est totalement détruite. Il faut y rajouter les 5 violations et 25 munitions tirées par l'armée ukrainienne durant les dernières 24 heures, dont 4 obus de mortier de 82 mm. Côté ukrainien, les pertes hors combat de la semaine sont de 3 morts et 4 blessés. Toujours les raisons habituelles, hein. Mauvais maniement des munitions ou des armes, alcoolisme, etc. Bon, par contre, l'armée ukrainienne continue de déployer des armes lourdes près de la ligne de front et près d'habitations ou d'infrastructures civiles, entre autres. Les services de renseignement de l'RPD ont ainsi détecté le déploiement de 43 pièces d'armement lourd en violation des accords de Minsk. Donc c'est un peu moins que la semaine dernière, mais enfin, c'est quand même pas top, puisqu'on a dans le détail quand même 4 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm. On a 8 véhicules de transport de troupes blindées type BTR, on a 13 véhicules de combat d'infanterie type BMP, 2 automitrailleuses type BRDM, un véhicule blindé et on a 15 chars d'assaut T-64. Et pour cacher tout cela, eh bien, l'armée ukrainienne a brouillé le signal des drones de l'OSCE à 6 reprises cette semaine. Et donc je pense que ça veut dire qu'une fois que les élections seront passées, tout ce joli attirail va servir. Voilà, hein, comme je vous l'avais dit d'ailleurs, je vous avais dit qu'on verrait une augmentation lente mais constante des violations du cessez-le-feu, des bombardements et du calibre des armes, et c'est exactement ce à quoi on assiste depuis maintenant un mois. Donc je pense qu'une fois que les élections qui ont donc lieu demain seront passées, je pense que ça va redevenir la fête du slip. Voilà. Je le dis clairement, hein, je pense que le cessez-le-feu n'a tenu que pour des raisons politico-politiciennes en Ukraine. Et puis la preuve que de toute façon ils n'ont pas l'intention de résoudre pacifiquement le conflit, c'est les dernières déclarations des représentants ukrainiens concernant les accords de Minsk. Là on a battu tous les records de débilisme et d'absurdité. Hein, on peut remercier pour ça Alexei Reznikov, je rappelle quand même vice-premier ministre en Ukraine et qui est quand même le chef adjoint de la délégation ukrainienne à Minsk, qui nous a fait une interview. Alors c'est bourré de fantasmes, de délires, de mensonges et j'en passe. Voilà, allez le regarder avec le traducteur automatique. Je vous ai pas mis tout le détail parce que c'est une interview fleuve. Je vous ai mis que des morceaux choisis dans l'article que je vous mettrai en lien. Mais c'est juste épique. C'est juste épique parce qu'on a droit tout au long de l'interview à des parallèles avec la Croatie. Hein, donc je rappelle que la Croatie a quand même mené les épurations ethniques dans les zones qu'elle a récupérées, entre autres militairement, pendant la guerre des Balkans. Ces petits fantasmes d'un gouvernement de transition sous supervision de l'ONU dans le Donbass. Ah bon, ça c'est pareil, ils sont un peu sourdingues à Kiev, ils ont l'air de pas intégrer, qu'on leur a déjà dit non plusieurs fois et qu'on va pas changer d'avis demain. Ah oui, ils rêvent aussi de rééduquer les habitants du Donbass pour leur faire oublier l'URSS, puis certainement aussi après pour leur faire aimer Stepan Bandera, sûrement, ou la division SS Galicie peut-être. Après, il nous a ressorti son histoire débile que les accords de Minsk auraient pris fin le 31 décembre 2015 à minuit, façon carrosse de Cendrillon qui se retransforme en citrouille. Sauf que, je le rappelle encore une fois, ceci est un énorme mensonge, puisque si c'était le cas, les sanctions contre la Russie qui sont adossées aux accords de Minsk auraient dû être arrêtées.
Voilà. Et puis la guerre aurait repris comme en 2014, puisque je rappelle quand même que le cessez-le-feu est le premier point des accords de Minsk. Donc si ça tient, c'est que le reste des accords de Minsk est toujours valable. Hein, je veux dire, il y a eu quand même plusieurs réunions au format Normandie, sans parler des réunions toutes les 2 semaines des groupes de contact trilatéral. On se farcirait pas tout ça si les accords de Minsk étaient morts et enterrés depuis décembre 2015. Hein, je veux dire, voilà, on a un peu autre chose à faire, la Russie aussi. Hein, voilà. Alors après, donc il a justement de nouveau dénigré les groupes de contact. Hein, bon, c'est la tactique de Kiev d'essayer de faire croire que la seule plateforme de négociation concernant le Donbass, c'est le format Normandie, ce qui n'est pas le cas. Le format Normandie est juste là pour redonner un petit souffle quand ça patauge, essayer de donner des feuilles de route comme la formule Steinmeier ou ce genre de choses. Mais la plateforme de négociation, c'est le groupe de contact trilatéral. Hein. C'est pas une plateforme de consultation. Hein. Non, on est là pour négocier. Et puis, c'est là qu'on en arrive à sa vieille ancienne, son serpent de mer qui ressort à chaque interview de Reznikov, c'est la nécessité de réécrire les accords de Minsk. Alors il appelle ça moderniser, hein, parce que ça a l'air plus classe comme ça, voilà, on choisit bien les mots. Bon, déjà il commence par dire que l'amnistie totale qui est prévue dans les accords de Minsk, l'Ukraine ne l'appliquera pas. Et qu'en gros, les soldats des milices populaires qui ont tué des soldats ukrainiens pendant les combats n'auront pas droit à l'amnistie. Voilà, donc, si vous vouliez faire en sorte que les mecs se battent jusqu'à la dernière cartouche, ça c'est fait. Voilà, non, on réintégrera pas l'Ukraine à ce prix-là, je vous le dis tout de suite. Hein, voilà. Vous pouvez nous promettre des zones économiques, et je sais pas quelle autre connerie, avec des taux de fiscalité avantageux, on s'en fout. Je veux dire, c'est pas ça le problème. Hein. Le problème, c'est la langue russe, déjà, de une, ça c'est l'énorme problème numéro 1. L'énorme problème numéro 2, c'est les héros que l'Ukraine post-Maïdan s'est choisi, à savoir Bandera, Shushkevich et toute la bande de criminels de guerre et de collaborateurs de nazis qui ont exterminé des juifs et des civils polonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, je veux dire, ça pour nous ici, ça passe pas. Hein, je veux dire, voilà, donc vos histoires de zone économique et de vouloir, je sais pas quoi, enfin faire un super développement économique du Donbass à la place d'appliquer les accords de Minsk, je vous le dis gentiment, la réponse du Donbass, ça va être ça. Voilà, pour ceux qui comprendront ce que ça veut dire. Voilà, non, on s'en fout de vos histoires. Voilà. Alors je vous passe aussi le passage débile sur le fait que les gens d'ici seraient otages d'une administration d'occupation. Alors déjà il n'y a pas d'occupants, hein, donc c'est seulement dans vos fantasmes. Je rappelle quand même qu'en 2014, lors du référendum, 9 personnes sur 10 en RPD comme en RPL, et sur tout le territoire du Donbass en fait, hein, ont voté pour quitter l'Ukraine. Donc, vos histoires d'otages, d'administration d'occupation, et je sais pas quoi, non, la faut arrêter. Hein. Voilà. Et alors, on en arrive enfin au moment où il nous explique que les accords de Minsk ne peuvent pas marcher, hein, tels qu'ils sont écrits, et que donc il faut les changer, surtout en fait le volet politique, la fameuse histoire de l'ordre d'application des élections et du contrôle de la frontière. Hein. Donc l'Ukraine n'en démord pas, elle veut reprendre le contrôle de la frontière avant de mener les élections, alors que les accords de Minsk et la formule Steinmeier, que je rappelle l'Ukraine a signé, disent le contraire. Voilà, donc c'est bien, ils signent des trucs, puis après ils disent oui, mais non, mais c'est pas applicable. Bah alors pourquoi tu signes ? C'est comme si tu signes un contrat de travail où on te dit tu travailles de 9 à 18h et que tu te pointes tous les jours à 11h en disant oui mais 9h du matin, moi je peux pas arriver à 9h du mat. Ouais, bah écoute, va te trouver un boulot ailleurs quoi. Tu veux dire, bon, hein, voilà. Je veux dire, c'est quand même hallucinant. Ils doivent être cons en plus d'être sourds à Kiev, parce que ça fait quand même 50 fois qu'on leur dit que la Russie dit clairement qu'on ne changera pas à l'ordre d'application des accords de Minsk et de la formule Steinmeier à cause de craintes justifiées d'épuration ethnique. Hein, justement façon scénario croate, hein, ce qui est quand même le bon vieux rêve mouillé de pas mal d'élites ukrainiennes post-Maïdan. Voilà. Et puis il termine le Reznikov en disant que l'Ukraine va sûrement devoir dire ouvertement que elle va abandonner les accords de Minsk vu qu'ils sont inapplicables, et il part après sur une histoire de conclure des accords de Stockholm. Donc ils n'ont jamais appliqué ce qu'ils ont signé, mais ils veulent signer un nouveau truc. C'est génial. Bon, il s'est fait bien remettre les points sur les i par Natalia Nikonorova, notre ministre des Affaires étrangères de la RPD, qui a rappelé quand même que les accords de Minsk ont été quand même validés par une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Hein, c'est pas un morceau de papier toilette quand même.
que les discussions à Minsk sont bien la plateforme de négociation prévue par les accords du même nom pour résoudre le conflit dans le Donbass, et qu'en plus, les déclarations de Reznikov vont à l'encontre de celles de Zelensky lors du dernier sommet au format Normandie, en décembre de l'année dernière, à Paris. Donc là, la ministre, elle a dit, est-ce que là, ce que dit Reznikov, c'est la position réelle de Zelensky, parce qu'il est quand même vice-premier ministre, le Toto, quand même, hein, ou est-ce que le chaos en Ukraine est déjà tellement étendu, on est déjà à un tel niveau, que la main droite ne sait pas ce que fait la main gauche. Est-ce qu'on en est déjà là? Parce que on se pose la question au bout d'un moment. Puis elle a conclu en disant que si l'Ukraine veut signer des accords de Stockholm, c'est son droit, mais que ça se fera sans l'RPD, puis aussi très certainement sans l'RPL d'ailleurs, qui iront vivre leur vie de leur côté sans se soucier de ce qui se passe chez le pays voisin. Et puis elle a quand même mis en garde les pays qui veulent signer des accords avec l'Ukraine, en disant qu'il ferait bien quand même de réfléchir très attentivement avant de faire confiance au signataire qui est Kiev, parce qu'elle dit, après avoir conclu des accords, elle retardera leur mise en œuvre pendant 6 ans, puis renoncera simplement à ses obligations et partira signer quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre. C'est très bien résumé. Voilà. Si tu signes des accords, tu les appliques. Hein, tu dis pas, ah oui, mais en fait, ils sont inapplicables. Oui, mais non. Voilà, ça marche pas comme ça. Hein, non. Non, mais je sais pourquoi ils veulent pas l'appliquer, parce que les accords de Minsk, c'est le symbole de la défaite militaire de l'Ukraine à plusieurs reprises dans le Donbass, puisque je rappelle qu'il y a eu les accords de Minsk 1, après la peignée d'Ilovaïsk et le chaudron autour de la frontière avec la Russie, et puis les accords de Minsk 2, après la bataille de l'aéroport, et celle de Debaltsevo. Voilà, tous ces désastres ont fait que l'Ukraine a signé des accords, mais qu'elle n'a pas du tout l'intention de les appliquer, parce qu'en fait, elle ne veut pas admettre qu'elle s'est fait poutrer la gueule par des miliciens. Non, vous n'avez pas affronté l'armée russe. Je vous le dis, parce que vous auriez affronté l'armée russe, les frontières de l'RPD et de l'RPL ne seraient pas là où elles sont. Je vous le dis tout de suite. Voilà, fin de l'histoire. Petit point très très bref concernant les passeports russes. On a eu des chiffres là qui ont été publiés par la RPD et la RPL. En RPD, on en est à plus de 160 000 personnes sur les 190 000 qui en ont fait la demande, qui ont déjà obtenu le passeport russe par la procédure simplifiée. En RPL, c'est plus de 150 000 personnes qui ont déjà obtenu le passeport russe par cette procédure, soit quand même plus de 310 000 au total sur les près de 4 millions d'habitants que comptent les deux républiques. Donc la délivrance des passeports va de plus en plus vite, comme ça a été promis. Il y a de plus en plus de centres qui ont été ouverts pour pouvoir recevoir les documents, pour pouvoir ensuite gérer les demandes. Donc ça suit son cours, malgré justement les restrictions un peu de voyage liées au coronavirus, malgré ça. Coronavirus, justement, je vais en parler brièvement. En RPD, on en est à 5 873 cas, soit 696 de plus que la semaine dernière, dont 439 morts, donc on en est à 90 de plus, et 2570 guéris. Donc là, c'est 201 de plus que la semaine passée. En RPL, on en est à 1441 cas, soit 129 de plus, 68 morts, soit 8 de plus, et 1087 guéris, soit 119 de plus. Alors, en Ukraine, comment vous dire? En Ukraine, c'est de plus en plus la cata, puisqu'ils en sont à 337 410 cas, soit 73 769 de plus que la semaine dernière, dont 6 289 morts, soit 772 de plus. Donc là, en fait, ils ont une moyenne à plus de 10 000 nouveaux cas par jour. Voilà. Et dans cette situation, et alors que chez nous l'épidémie de coronavirus est repartie, donc comme je l'ai dit, nous on avait redurci les mesures, donc c'est de nouveau masque obligatoire dans les transports en commun, les magasins, les banques, les administrations, les centres commerciaux, etc. Donc tous les endroits publics clos. On a aussi donc encouragé tout ce qui est télétravail, enseignement à distance. Les enfants ont été renvoyés à la maison et pour faire face donc à cette reprise de l'épidémie de coronavirus, les deux républiques ont fait appel à la Russie
parce que voilà, on est deux toutes petites républiques reconnues par personne, et que le coronavirus pèse déjà lourdement sur le plan économique sur les deux républiques, et que à un moment on a besoin d'aide, donc on a appelé le grand frère à l'aide, et le grand frère a répondu, puisque la Russie va nous envoyer pour près de 400 millions de roubles d'aide sous forme de matériel, pour qu'on puisse améliorer le diagnostic, mais aussi le traitement des patients atteints de coronavirus. Donc il y a 258 millions de roubles qui sont alloués pour la RPD, donc ce sera des médicaments et du matériel médical, à savoir des systèmes de tests et des consommables pour les tests PCR, des équipements de protection individuelle, du désinfectant, des appareils de ventilation artificielle, donc 30 appareils de ventilation artificielle, 75 concentrateurs d'oxygène, des oxymètres de pouls et autres équipements médicaux dont on a absolument besoin. Et pour la RPL, c'est 141 millions de roubles qui ont été alloués, donc là aussi sous forme de médicaments, de produits médicaux et d'équipements. Donc eux, ils vont recevoir 20 appareils de ventilation artificielle, 75 concentrateurs d'oxygène et 2 appareils mobiles de radiographie numérique. De son côté, l'Ukraine a quant à elle fermé unilatéralement le seul point de passage entre la RPL et l'Ukraine, donc le point de passage de Stanitsa Luganskaya, donc ça fait que les habitants de l'RPD et de la RPL ne peuvent plus passer qu'au compte-gouttes par le point de passage de Yelenovka qui est en RPD. Là, cette semaine, on a laissé passer 70 personnes. Voilà, donc vous vous rendez compte un petit peu de la catastrophe. Vraiment, ça montre que l'Ukraine n'en a strictement rien à faire des habitants du Donbass, contrairement à ce qu'ils peuvent raconter. Ils peuvent nous promettre des zones économiques et je sais pas quelle bêtise. Quand les gens y voient ce genre de trucs, si tu veux, ils ont bien compris qu'à Kiev, ils en ont rien à faire. Voilà, c'est clair comme de l'eau de roche. Et puis en Ukraine, la situation économique est de plus en plus désastreuse, comme l'a déclaré l'expert économique Andrei Novak. Les promesses des Américains de transformer l'Ukraine, si vous vous souvenez bien, en superpuissance agraire, elles se sont évaporées. Depuis le début de l'année, le secteur agricole décline, ainsi que le PIB du pays et d'autres pans de l'économie. Ainsi, durant le dernier trimestre, le PIB a chuté de 11,5%, l'industrie de 8,5% et le secteur agricole de 13,5%. Les échanges par fret ont chuté quant à eux de 17%, un constat qui ressemble à celui d'Alexandre Koltunovitch, un député ukrainien donc du parti d'opposition de Medvedchuk, qui a dit que pour sortir l'Ukraine du marasme économique, elle devait renouer des liens avec la Russie, que c'était sa seule chance de s'en sortir. Il a souligné que l'Ukraine a perdu bien plus en perdant le marché russe qu'elle n'en a gagné avec le marché européen. Ainsi, en 2014, l'Ukraine exportait pour 20 milliards de dollars de biens vers la Russie contre 3 milliards en 2017, ce qui a fait plonger la production industrielle ukrainienne. Et si on parle de la CEI dans son ensemble, les exportations ukrainiennes sont passées de 26 milliards de dollars à 6 milliards, des pertes qui n'ont jamais été compensées par l'ouverture du marché européen. C'est ce que je dis depuis des années. Et c'est ce qu'avait compris Yanukovych, et c'est pour ça qu'il avait refusé de signer l'accord d'association avec l'Union européenne. Pas pour des histoires d'être pro-russe, mais parce qu'il sait faire des calculs. Voilà, il a sorti la calculette, et puis il a bien vu que ça allait faire complètement plonger l'Ukraine dans le rouge, et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Voilà. Et puis pendant que le pays est en train de plonger économiquement, la nazification se poursuit. Je vais vous parler de l'enseignement en Ukraine, puisqu'on a le ministère de l'Éducation et des Sciences qui a décidé de punir les enseignants, les professeurs qui parlent de la Grande Guerre patriotique, qui est donc le nom de la partie de la Seconde Guerre mondiale qui concerne donc l'URSS contre l'Allemagne nazie. Donc ça a été révélé dans un document signé par la vice-ministre de l'Éducation et des Sciences, Lubomira Manzi, document qui a été rendu public par l'ancien député ukrainien Alexei Jouravko. Cette nazie, oui, je n'appelle pas ça autrement, du ministère de l'Éducation, recommande donc de prendre des mesures disciplinaires et administratives, voire de virer les profs récalcitrants ou de prévenir les forces de l'ordre si ces profs continuent de parler de la Grande Guerre patriotique pendant les cours d'histoire. Donc quand je vous dis qu'en Ukraine, la réécriture de l'histoire, c'est un sport national, là, ils deviennent hors compète quand même. Donc maintenant, les profs doivent parler de la phase germano-soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
Je sais pas pourquoi il dit ça, parce que le mot soviétique, ça leur file des pustules aussi, je vais en parler un peu plus loin. Et ils doivent aussi parler du fait que l'Ukraine a subi l'occupation soviétique de 1919 à 1991. Ouais, sauf que sans l'URSS, vous n'existeriez pas en fait. Voilà. Le pays faisait partie de l'Empire russe. Si l'Empire russe était resté, vous seriez toujours partie de l'Empire russe. Voilà. Il n'y aurait pas d'Ukraine. Je dis ça comme ça, je dis rien. Et donc, comme je vous le disais, demain, ce sera les élections locales en Ukraine. L'occasion de ressortir toutes les méthodes sales du placard, hein, celles dont j'avais déjà parlé lors de l'élection présidentielle. Là, depuis le début de la campagne électorale, la police ukrainienne a enregistré presque 4700 signalements, à la suite desquels 346 affaires pénales ont été ouvertes. Ah bon, la méthode de corruption la plus courante, c'est de constituer des réseaux d'électeurs dont les candidats vont acheter les voix. Hein. Alors généralement soit à coup de pognon, plus ou moins 1000 grivnia par tête en liquide, ou alors en leur offrant des voyages, de la bouffe, du matériel contre le coronavirus. Ils ont fait ça là, à Kiev. Klitschko il a envoyé masques, gel, désinfectants, etc. Aux gens. Tu vois. Ça fait des mois que l'épidémie a éclaté, les mecs qui se réveillent maintenant à la veille des élections, quoi. Tu vois. Enfin, ça fait un petit peu dire comme de l'eau de roche, quoi. Pourquoi vous envoyez ça? Les âmes mortes aussi sont mises à contribution, hein, donc les morts qui n'ont pas été retirés du registre électoral, et puis tous les habitants du Donbass qui ne sont pas sous contrôle de Kiev vont servir de fonds électoral dans lesquels les différents candidats vont aller piocher les électeurs bidons. On va faire voter les morts et puis les gens qui ne sont pas en Ukraine. Autre méthode très utilisée, c'est le tourisme électoral. Donc, contre monnaie sonnante et trébuchante, eh bien, des électeurs acceptent de changer leur adresse officielle pour pouvoir aller voter ailleurs que là où ils vivent pour le candidat qui les paye. Bon, ils se font un petit peu attraper parce qu'ils ont tendance à faire ça en mode un peu bourrin, hein, comme à Zaporožie, où on a quand même un convoi de 76 personnes qui étaient en route, 76, pour changer toute d'adresse contre de l'argent. Ça se voit un petit peu, voilà. Bon, dans certaines petites localités de la côte, entre autres près d'Odessa, c'est encore plus flagrant. Certains petits villages ont vu carrément leur population doubler en 1 mois et demi. Voilà. C'est juste un peu trop visible, les mecs. Hein. Voilà. De toute façon, tout le monde s'en fout. Hein. L'OSCE déclara que les élections sont légitimes, équitables, légales, tout ce que vous... C'est magnifique, c'est magnifique. Voilà, bon, je parle même pas de la mainmise du parti de Zelensky sur les commissions électorales, hein, qui vont compter comme il faut et puis envoyer des chiffres trafiqués à la commission électorale centrale. Hein, voilà, c'est... Comme lors de l'élection présidentielle, ça va être les mêmes. Au Karabakh, donc la dernière fois vous avez été plusieurs à me demander des nouvelles. Alors la capitale du Haut-Karabakh, Stepanakert, a de nouveau été bombardée hier, ainsi qu'une autre localité. Donc entre autres à Stepanakert, une maison et un gazoduc ont été sévèrement endommagés. Je vais vous montrer quelques photos qui ont été envoyées par le centre d'information central arménien. La ligne de front a bougé. L'Azerbaïdjan a réussi à prendre sous son contrôle plusieurs petits villages situés dans la partie sud de la ligne de front. Donc, je vais vous montrer une carte mais qu'à prendre avec des pincettes, hein, parce que des fois ils annoncent qu'ils ont pris un village et puis les journalistes russes se rendent sur place et puis on découvre qu'en fait c'est pas du tout le cas. Mais ça montre bien quand même que ça bouge. Ça bouge. Il y a eu un nouveau cessez-le-feu qui a été déclaré mais qui n'est pas plus respecté que le précédent. Résultat, au niveau des victimes civiles, on en est à 65 Azerbaïdjanais et 40 Arméniens tués et 297 Azerbaïdjanais et 100 Arméniens blessés, plus 8 journalistes, 2 Arméniens, 1 Azerbaïdjanais, 2 Français et 3 Russes, et on a quand même 90 000 réfugiés, 90 000 personnes qui ont dû quitter le Haut-Karabakh pour fuir les bombardements et la reprise de la guerre, donc ça c'est quand même pas bon du tout. On a la Turquie
qui essaye de s'imposer comme un chien dans un jeu de quilles, entre autres dans la résolution diplomatique du conflit, alors qu'elle a rien à foutre dans l'histoire. Donc ça, la Russie s'oppose très clairement à ça. D'ailleurs, on le voit dans le discours de Vladimir Poutine au Club Valdai. J'ai traduit l'intégralité du discours, j'ai pas encore fait la partie questions-réponses, je vais m'y atteler. Mais rien que la partie discours, en fait, vous voyez qu'à un moment, il parle de certains pays qui essayent de s'immiscer dans les négociations de négociations autour de certains conflits, pour en fait plus s'y foutre la merde que résoudre réellement le conflit. Bon, ça c'est clairement dirigé contre la Turquie, hein, il les a pas nommés, mais tout le monde comprend. Donc clairement, la Russie s'oppose à ce que la Turquie vienne foutre la merde là-dedans, comme elle essayait de le faire dans le conflit syrien. Donc c'est un petit peu ça la situation, c'est pas très bon, c'est pas bon du tout même. Il y a quand même un risque que le Haut-Karabakh finisse par tomber entre les mains de l'Azerbaïdjan, ce qui serait quand même extrêmement dangereux pour la population à majorité arménienne qui vit sur place. Donc ça pourrait provoquer un exode massif, comme on l'a vu justement lorsque la Croatie a repris la Krajina serbe, hein, par exemple. Les gens ayant peur de se faire massacrer après, hein, je veux dire, c'est logique. Et alors pendant ce temps-là, Kiev, accrochez-vous bien. Mettez une bonne à l'aise sur votre siège, votre canapé, parce que, bon, donc vous savez qu'en Ukraine, il y a une loi dite de décommunisation. Donc hein, ils ont déboulonné les statues de Lénine, changé les noms des rues, des stations de métro, etc. Là, ils en sont à vouloir décommuniser une saucisse. Enfin, un saucisson, plus exactement. Non, je rigole pas. Je rigole pas, je me retiens pour pas rire. Donc, il faut savoir qu'à Kharkov, il y a une usine qui produit un saucisson qui s'appelle Radianska, ce qui veut dire soviétique en ukrainien. Et forcément, dans l'Ukraine post-Maïdan, qui préfère les collaborateurs de nazis aux soviétiques, le nom il passe pas. Et donc on a des activistes anonymes hein, qui se sont plaints de ça auprès de l'Institut ukrainien pour la mémoire nationale, c'est-à-dire en fait l'Institut ukrainien pour la réécriture de l'histoire, hein, voilà, c'est ça le vrai nom que ça devrait porter, qui a donc demandé par écrit, hein, je vais vous montrer le screenshot de la lettre, ils ont demandé par écrit à la société de changer le nom de son produit afin de respecter la loi sur la décommunisation, mais bon, l'Institut a quand même dû admettre que il n'a pas de pouvoir pour imposer ses demandes à la société en question, hein, seulement un pouvoir de recommandation. Les mecs, quand vous en êtes à décommuniser des saucissons, c'est que le pays a déjà un pied dans le gouffre et les deux pieds dans l'asile psychiatrique. Je vous le dis sec et net. Non, si le mot soviétique en lui-même déjà vous file des pustules à ce point-là et de l'urticaire, là, je sais plus quoi faire pour vous, là. Elle vous a rien demandé, cette pauvre saucisse, là, ce pauvre saucisson. Non, là, j'en peux plus de vos conneries, c'est juste plus possible, quoi. Enfin, votre pays n'existerait pas sans l'Union des républiques socialistes soviétiques. Voilà. Sans les soviétiques, il n'y aurait pas d'Ukraine. Donc arrêtez de vouloir effacer le mot soviétique de partout. Hein. Donc après, vous allez effacer des bouquins d'histoire et donc vous allez dire que c'était l'occupation de je sais pas quoi. Je sais pas pourquoi vous allez remplacer les méchants ogres qui mangeaient des petits Ukrainiens au petit déjeuner. Je sais pas. Non, ça devient débile. Ça devient complètement débile. Les élections locales auront lieu demain en Ukraine. Je pense qu'après ça, les violations du cessez-le-feu vont augmenter certainement de manière importante. Alors, je pense que s'il y a des gros canons, des obusiers automoteurs de 152 mm près de la ligne de front côté ukrainien, c'est pas juste pour servir de décoration hein, de Noël. On est un peu en avance pour ça. Donc je pense que ça va repartir en sucette.
Malheureusement, je pense qu'au bout d'1 an après le dernier sommet au format Normandie, l'Ukraine va nous annoncer qu'ils vont abandonner les accords de Minsk. Il y a quand même une bonne chance sur 2 pour qu'ils nous la fassent, celle-là. Et que donc ça va repartir comme en 14. Donc voilà, il faut s'attendre à ce genre de risque. Faut voir aussi l'influence que vont avoir les élections américaines. La russophobie bat son plein. Ils sont tous devenus complètement cinglés. Facebook a même banni Andrei Derkach, le fameux député ukrainien qui avait fait fuiter les conversations téléphoniques entre Biden et Poroshenko. Voilà, comme étant un agent d'influence russe, enfin je sais pas quelle connerie, enfin vous voyez le schmilblick. Donc Facebook et Twitter font tout pour essayer de couvrir les miches de Biden, parce qu'il y a de plus en plus de révélations qui sortent concernant entre autres son fils Hunter, un des associés d'affaires, ancien associé d'affaires de Hunter Biden, a confirmé l'authenticité d'un des documents qui avait fuité, donc là ça les fout dans la merde, mais totalement. Et donc oui, ils essayent de sauver ça comme ils peuvent avec l'aide de Facebook et Twitter. Donc j'espère qu'ils vont bien se faire taper sur les doigts par la commission d'enquête du Sénat américain qui est en train de se pencher sur leur cas. Parce que ce qu'ils font, c'est clairement de l'ingérence électorale. Facebook et Twitter n'ont pas le droit de bloquer des informations graves concernant un des candidats à l'élection présidentielle américaine. C'est clairement une tentative d'aider Joe Biden à gagner l'élection en faisant disparaître de leur réseau toute information qui pourrait lui nuire, alors que c'est étayé par des faits, par des preuves. Donc là, ça devient absolument flippant. C'est 1984. C'est quand même très grave le pouvoir que prennent ces plateformes. Donc je vous le dis encore une fois, rejoignez-nous sur Contact et sur Telegram absolument maintenant. Parce que quand on voit ce qui se passe maintenant avec Facebook et Twitter, du jour au lendemain, ils peuvent nous couper comme ils l'ont fait avec Andrei Derkach. Andrei Derkach n'a rien fait de mal. Donc vraiment, là, passer aux alternatives, ça devient plus urgent que jamais. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain rapport de situation. Et d'ici là, prenez soin de vous.